Très bien. Donc, vous m'avez confié la mission de vous parler des explorations du système du complément dans le contexte des glomérulopathies. Mais afin d'illustrer tous ces biomarqueurs qui maintenant commencent aussi à émerger, j'ai choisi de vous présenter une maladie particulière afin d'illustrer ces explorations du complément dans la pathologie où les marqueurs sont les plus importants. Cette pathologie est donc la glomérulopathie à dépôt de C3. Bien évidemment, j'ai des conflits d'intérêts sur toutes les les boîtes pharmaceutiques qui vendent des médicaments anticomplémentaires. Donc, qu'est-ce que c'est la C3 glomérulopathie maintenant? La C3 glomérulopathie, c'est donc la pathologie, c'est une pathologie rare qui est vraiment liée aux anomalies du complément. Comme vous voyez sur ces figures, c'est une pathologie qui est caractérisée maintenant avec un consensus déterminé par des CADIGO qui sont caractérisés par une accumulation de dépôts de C3 au niveau du tissu rénal en absence de dépôt d'immunoglobulines. Parmi ces deux pathologies, on est capable d'identifier deux sortes d'entités. La maladie des dépôts denses, celle qui est la mieux caractérisée et la mieux connue parce qu'elle a été identifiée en premier, qui montre des dépôts denses et grâce à la microscopie électronique. Mais émerge maintenant, et c'est vraiment la plus fréquente des formes, la glomérulopathie à dépôt de C3, pour lequel les dépôts ne sont pas denses à l'électronique, mais pour lesquels il y a des gros dépôts au niveau de dépôts du rein. Alors si on revient, bien sûr, on sait maintenant qu'au point de vue description histologique, il n'y a pas que la glomérulonéphrite membrano-proliférative, mais dans cette entité de glomérulonéphrite membrano-proliférative, maintenant, nous allons proposer de différencier deux sortes de pathologies. Les pathologies pour lesquelles vous allez avoir des dépôts d'immunoglobulines qui vont être positives, et là, vous rentrez dans votre groupe de si vous avez des dépôts d'immunoglobulines, vous savez qu'on parle d'activation par la voie classique, et vous avez différentes identités comme la glomérulonéphrite infectieuse, les maladies à complexe humain, les cancers ou d'autres catégories. Dans ce contexte-là, il a été montré plus récemment que vous pouviez vous aider aussi de la présence de ces 4D au niveau de la biopsie. Et donc, émerge ce gros groupe de patients qui présentent une caractéristique de glomérulonéphrite membrano-proliférative pour lequel votre recherche d'immunoglobuline est bien négative. Dans ce contexte-là, on parle d'une pathologie liée à l'activation de la voie alterne du complément. Et parmi ces deux groupes, vous retrouvez la maladie des dépôts denses et la glomérulonéphrite à dépôt de C3. Comme d'habitude, rien n'est simple. Rien n'est simple parce que ce n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai, ce sont principalement les travaux qui ont récemment été mis en évidence, pour lesquels il existe certains patients qui présentent à la fois des dépôts de C3 prédominants, mais aussi des dépôts d'immunoglobulines, et pour lesquels ces patients présenteraient des pathologies de ce type avec des anomalies de régulation de la voie alterne. Donc l'histologie rénale est très utile, mais parfois peut tromper et masquer certaines formes et certaines étiologies. Alors, un peu de clinique. Parmi les cohortes qui ont été publiées des patients qui présentent des glomérulopathie à dépôt de C3, j'ai illustré la cohorte française et la cohorte américaine. Dans les deux cas de figure, comme vous le voyez, en France, nous avons à peu près maintenant 300 patients qui présentent des glomérulopathie à dépôt de C3, et ces patients qui présentent soit un début pédiatrique, soit un début à l'âge adulte. Et dans les deux cas de figure, comme vous le voyez, c'est une maladie extrêmement sévère. Les patients seront en insuffisance rénale à peu près à 10 ans après le début de la maladie. Malheureusement, et malgré ce qui est marqué pendant longtemps dans la littérature, aucune différence dans le pronostic n'existe, quelle que soit l'histologie qui a été mise en évidence, soit la maladie des dépôts denses, soit la maladie à glomérulonéphrite à dépôt de C3. Ces données sont strictement identiques à celles qui ont été publiées par l'équipe américaine, avec une cohorte un petit peu plus petite, dans laquelle ils montrent aussi que les patients présentant une maladie à début à l'âge adulte ont un pronostic extrêmement sévère. Alors pour revenir, je dirais, sur la compréhension des marqueurs biologiques qu'il faut explorer dans le contexte du complément, il faut faire un petit rappel sur la cascade d'activation du complément. Donc juste petit rappel pour vraiment illustrer que vous pouvez séparer le complément en 3 phases. Vous avez la phase d'initiation. Et là, il faut séparer 2 contextes. Le contexte de l'activation par la voie classique et la voie d'électine. Vous avez besoin d'un activateur. Comme vous le savez, dans la voie classique, ce sont les complexes antigènes-anticorps. Dans la voie d'électine, ce sont les bactéries et les complexes qui permettent de lier la protéine MBL. Mais dans la voie alterne, c'est une voie qui est activée en permanence à bas bruit. Cette activation en permanence à bas bruit, ce que nous appelons le tick-over, permet, je dirais, d'initier une petite C3 convertase classique, une petite C3 convertase alterne, capable de cliver du C3 à bas bruit, car comme vous le savez, le C3 que l'on dose en pratique clinique régulièrement n'a aucune fonction.
La protéine qui porte la fonction, c'est le fragment de clivage de C3, le fragment C3b. Ce fragment C3b permet la formation à bas bruit d'une petite C3 convertase avec des protéines, le facteur B, le facteur D, et permet aussi de faire, dans le contexte tout à fait particulier d'une infection, une voie d'amplification qui va permettre d'augmenter la capacité de cliver le C3 et donc de former une C5 convertase qui va permettre d'ouvrir la fameuse troisième voie, la voie des effecteurs, pour laquelle vous retrouvez l'inflammation avec la production de C3A et de C5A. Vous retrouvez l'activation de la C5 convertase avec la formation du complexe d'attaque membranaire. Ce qui est très connu dans la littérature, c'est le complexe d'attaque membranaire a été appelé le complexe lytique. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que ce complexe d'attaque membranaire est capable d'activer vos propres cellules. C'est-à-dire, il ne va pas les lyser, mais il va permettre une voie d'activation suffisamment importante pour pouvoir relier différentes pathologies. Et enfin, l'opsonisation. Lorsque vous avez une bactérie, cette bactérie se recouvre de fragments de clivage du complément et donc permet l'élimination de la bactérie. Si la voie alterne est activée à bas bruit, il faut bien imaginer qu'il y a des mécanismes qui vont protéger nos propres cellules. Alors, si on reprend sur l'activation de la voie alterne, vous avez cette hydrolyse spontanée. Juste un petit rappel, vous formez votre C3 convertase alterne, votre pro-C3 convertase alterne. Votre C3b se met ici représenté sur une bactérie. Vous avez votre C3 qui est clivé. Le C3b se lie de manière covalente et définitive à votre surface, permet la formation d'une C3 convertase alterne, la C3b grand B petit b, qui va permettre l'amplification du dépôt de C3, la formation de la C5 convertase et ensuite la formation d'un complexe lytique. Très important, cette C3 convertase alterne, pour être efficace, doit être stabilisée. Et parmi les protéines du complément, vous avez une seule protéine qui stabilise cette C3 convertase alterne, c'est la properdine. Je permets de vous rappeler que les patients qui sont déficitaires en properdine sont à haut risque de faire des infections car ils ne peuvent pas stabiliser cette C3 convertase alterne. Particulièrement, cette déficit en properdine est associée au haut risque de faire des infections à méningocoque. Mais vous devez protéger vos propres cellules. Et pour ça, vous avez un grand nombre de protéines de régulation du complément qui vous permettent de stopper et d'éliminer le C3b qui est lié à la surface des cellules. Pour ça, vous avez à la fois un mécanisme qui va inactiver le C3b. Et vous avez besoin de protéines, vous avez besoin d'une enzyme qui coupe le C3b, c'est le facteur I. Et vous avez besoin de cofacteurs pour que cette enzyme soit efficace, c'est le facteur H. Mais vous avez surtout le rôle majeur du facteur H, c'est d'entrer en compétition avec le facteur B. Et ce qui permet de rentrer en compétition avec le facteur B, c'est la qualité de votre surface. Si vous avez une surface qui est chargée négativement, comme vos cellules endothéliales par exemple, le facteur H va se fixer à la surface de vos cellules endothéliales, reconnaître son ligand, le C3b, et ne va plus permettre au facteur B de former une C3 convertase alterne. De ce fait, vous serez protégé de cette activation du complément sur toutes vos cellules. Comme vous le savez, les bactéries sont plutôt chargées positivement et donc elles vont fixer plus facilement le facteur B. Une fois que vous avez fixé, je dirais, le facteur H, vous ne formez plus de ces trois convertases alternes. Mais dans certains cas, comme par exemple dans les cas des cellules apoptotiques, le complément participe à l'élimination des cellules apoptotiques. Ces cellules apoptotiques ont la capacité de former et d'être éliminées, mais il ne faut pas que ça soit un mécanisme qui soit un mécanisme d'auto-amplification spontanée. De ce fait, le facteur H va à nouveau jouer un rôle important, car ce facteur H va faciliter la dissociation de ces trois convertases alternes. Et toutes les pathologies qui sont liées au complément, maintenant, prennent un rôle important dans une dérégulation au niveau de ce système très précis de régulation de la C3 convertase alterne. Alors, comment retrouver les marqueurs biologiques signant une activation incontrôlée du complément? Donc, on va repartir, je dirais, de notre boucle. Et vous avez la boucle d'amplification de la C3 convertase et vous avez certains mécanismes qui vont permettre la formation d'une C5 convertase. Lorsque votre boucle d'amplification de la C3 convertase est, je dirais, très efficace, il en découle que vous avez une consommation importante du C3, mais en aucun cas du C4. Donc la preuve d'une consommation par la voie alterne, ce sont des patients qui présentent un C3 bas et un C4 normal. Plus fréquemment, si vous faites le dosage du CH50 en même temps, il va être à peu près normal dans 70% des cas, jusqu'à ce que le C3 soit vraiment à 10% de la normale pour que ça entraîne une diminution du CH50. Donc voilà les résultats qui illustrent les résultats de la cohorte française sur les patients qui présentent une glomérulopathie à dépôt de C3.
Nous avons pu montrer que chez ces patients, nous n'avons pas un C3 bas dans 100% des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une activation qui se produit en phase fluide, c'est-à-dire dans laquelle vous allez avoir une consommation de C3 en phase fluide, mais vous avez un grand nombre d'activations qui se passent uniquement au niveau tissulaire. Le diagnostic est fait par la biopsie, c'est une maladie de tissu. Et donc au niveau du tissu, quand vous avez du dépôt de C3, vous savez qu'il y a eu une activation et un clivage de C3 au niveau des tissus. Mais globalement, en phase fluide, vous allez avoir dans à peu près un cas sur deux, un patient qui va présenter un C3 bas. Ce qui veut dire que lorsque votre patient présente un C3 normal, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une pathologie du complément. Et ça, c'est la notion importante qui fait émerger le complément dans un grand nombre de pathologies, car il faut toujours penser que vous avez des dépôts au niveau du complément, au niveau tissu. Ça ne veut pas obligatoirement être associé à un dépôt, à un clivage de C3 au niveau systémique. Deuxième marqueur, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous activez votre C3 convertase, vous avez dans certains cas, vous allez pouvoir former une C5 convertase. Comment mesurer dans le plasma le clivage du C5? Nous avons un biomarqueur, c'est le dosage du C5b9 soluble. Alors ce dosage du C5b9 soluble, comme le illustré ici, est en effet, cette fois augmenté, dans 60% environ des patients qui présentent une gloméronéphrite à dépôt de C3. Donc de ce fait, deux biomarqueurs assez faciles d'utilisation. Le dosage du C3 que nous avons très souvent assez facilement dans l'ensemble des laboratoires et le dosage du SC5b9 qui commence à émerger dans un grand nombre de laboratoires. Ces données qui ont été publiées par l'équipe française sont exactement identiques à celles qui ont été publiées par l'équipe américaine et qui ont aussi été publiées, qui montrent que vous retrouvez chez environ un patient sur deux une diminution du C3 chez les patients qui présentent des gloméropathies à dépôt de C3 et une augmentation du C5b9 qui est plus marquée dans une forme qui est liée à la gloméropathie, la gloméronéphrite à C3 par rapport au DDD, dans un contexte où le DDD est plus une maladie de phase fluide par rapport à la gloméronéphrite néphrotique. Alors comment expliquer chez ces patients une anomalie qui permet de comprendre pourquoi ces patients présentent une consommation de C3? Donc quand vous avez des anomalies, vous recherchez deux choses, soit une anomalie héréditaire, soit une anomalie acquise. Donc nous avons commencé par des anomalies acquises dans la GEM, mais nous allons d'abord commencer dans les anomalies héréditaires dans la gloméropathie à dépôt de C3. Donc cette carte reflète les anomalies génétiques qui ont été identifiées au cours des 10 dernières années chez les patients qui présentent à la fois une gloméropathie à dépôt de C3, mais aussi un syndrome hémolytique et urémique atypique. Il y a 10 ans, on ne connaissait pratiquement rien de ces anomalies génétiques. Maintenant, regardez toutes ces anomalies génétiques qu'on peut identifier sur ces gènes qui sont des gènes qui sont maintenant associés à des anomalies de régulation de la voie alterne. Donc si vous recherchez une anomalie de régulation de la voie alterne héréditaire, vous devez screener le gène du facteur H, le gène du facteur I, le gène du C3, le gène du facteur B et le gène de MCP. MCP étant CD46, une protéine membranaire exprimée à la surface d'un grand nombre de nos cellules nucléées. Donc cette cartographie illustre les anomalies génétiques qui ont été mises en évidence à la fois dans le SHU, qui n'ont plus de maladie de type microangiopathie thrombotique, et dans la gloméropathie à dépôt de C3. Les anomalies ne sont pas exactement situées au même endroit. Si vous regardez ici, l'AGC3, les anomalies sont localisées au niveau du début de la pathologie, du début de la protéine facteur H, alors que les anomalies au niveau du SHU sont liées au niveau du SCR 19 à 20, au niveau du facteur H. Le facteur H étant une sorte de petit collier de perles avec 20 petits domaines. Et les domaines qui sont localisés ici, ce sont les domaines d'interaction avec le C3b. Les anomalies de I, ce sont des déficits la plupart du temps quantitatifs en facteur I qui sont identifiés dans les deux pathologies. Les anomalies de C3, dans l'apathie à C3, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait des anomalies de C3 dans cette pathologie? Le C3, je dirais finalement, c'est la plaque tournante de ces activations. Le C3 va lier le facteur H, va lier le facteur B, va lier MCP, va lier le facteur I. Et donc, de ce fait, les conséquences de ces anomalies génétiques sont des défauts, ces anomalies génétiques entraînent des défauts de fixation des protéines de régulation à leur surface. La fréquence, c'est 20% des cas. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas une fréquence qui est, je dirais, aussi importante que celle dans le SHU atypique. Alors, ça, ce sont les anomalies génétiques qui sont classiques, c'est-à-dire des petites mutations, des petits variants, et comme vous savez maintenant, il est assez simple de retrouver des anomalies génétiques. Par contre, bien évidemment, tout ce qui est dans le complément, ça devient compliqué au fur et à mesure du temps, et maintenant, nous avons des nouvelles protéines du complément. Nous avons des protéines qui s'appellent les CFHR, pour Complement Factor H Related Protein. Elles sont au nombre de 5, CFHR1, 2, 3, 4 ou 5, et ces protéines du complément sont finalement des compétiteurs du facteur H.
avec des fonctions qui sont un peu particulières à chaque fois. Ces protéines sont présentes, je dirais, dans la circulation, on peut les doser, enfin pour l'instant, on peut doser que le CFHR1, car ce sont vraiment des biomarqueurs qui sont à l'heure actuelle très difficiles à quantifier. On peut faire des Western blot, mais globalement, là, il y a plus de données qui sont des données conceptuelles plutôt que des données pratiques concernant ces protéines. Mais ce que nous avons appris récemment, c'est que la génétique de certaines formes familiales de glomérulonéphrite correspondent à la formation d'hybrides d'hybrides entre la protéine H et les protéines CFHR. Donc la génétique qui pourrait paraître simple, quand on dit qu'il faut rechercher des anomalies de H ou des anomalies de I, finalement peut être beaucoup plus compliquée et amène parfois à faire des recherches de réarrangement complexe au niveau génétique. Mais le marqueur associé aux glomérulopathie à dépôt de C3, ce sont les anticorps. Et principalement l'anticorps qui se lie sur la C3 convertase alterne, sur la C3b grand B petit b. C'est ce qui est connu depuis plus de 30 ans, c'est ce que nous appelons le C3 nephretic factor, le C3-nef. Par contre, depuis 5 ou 6 ans, émergent de nouveaux anticorps qui permettent de lier le C3b, le facteur B, le facteur H, mais aussi la C3 convertase classique. Mais le grand gagnant, le grand vainqueur, c'est la recherche de C3 nephretic factor chez ces patients qui présentent des glomopathies à dépôt de C3. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le C3 nephretic factor? Alors, c'est un anticorps qui ne lie pas le facteur B, qui ne lie pas le C3b, mais qui lie un néoépitope qui est formé à la surface d'une C3 convertase alterne, la C3b grand B puis B. Cet anticorps est un anticorps qui a une fonction. Cet anticorps stabilise, c'est-à-dire la C3 convertase, c'est-à-dire qu'elle augmente à demi-vie la C3 convertase alterne. Cet anticorps ne permet plus la régulation par le facteur H et donc induit une augmentation du clivage de C3 et est associé avec une diminution de C3. Alors là, comment rechercher ces anticorps? J'avoue, il y a un peu de tout dans la littérature et rien n'est parfait. Il y a très longtemps, on utilisait des sortes d'essais de clivage en phase fluide, pas très spécifiques et pas très sensibles. Il y a des ELISA qui ont été mis en place, pas très spécifiques, difficiles à manager et pas très sensibles. Le meilleur des essais est un test qui est fait à partir de globules rouges de mouton pour regarder la stabilisation de la C3 convertase alterne. Et bien évidemment, ce test n'est effectué que dans de très rares laboratoires et il est très difficile de faire des échanges. Donc nous travaillons à l'heure actuelle avec plusieurs groupes pour essayer de trouver un test diagnostique, réellement avec le test de diagnostic, qui permettra à tous les cliniciens d'avoir accès à des résultats commençant cet essai. Alors, j'ai la chance dans le laboratoire de faire cet essai, je dirais, depuis maintenant plus de 20 ans, avec, je dirais, la preuve que c'est un essai très sensible. 78% des patients, je dirais, de la cohorte française présentent un anticorps anti-C3 convertase alterne. Cet anticorps anti-C3 convertase alterne, je dirais, est très lié au C3 et à la consommation de C3, comme le montre ce graphe qui est ici. Mais ce n'est pas le seul anticorps que l'on voit. Si on voit qu'un grand nombre des patients présentent un anticorps anti-C3 convertase alterne, chez les patients, nous avons mis en évidence aussi un anticorps anti-facteur H, dans certains cas des anticorps anti-C3b, des anticorps anti-facteur B. Mais le plus souvent, ces patients présentent dans le même temps un anticorps anti-C3 convertase alterne. Le fait de trouver un variant, je dirais pathogène ou non, n'exclut pas le fait d'avoir un anticorps anti-C3 convertase en association. À peu près un cas sur 2, il existe un variant associé. Mais comment comprendre la différence chez ces patients pour lesquels on voit qu'ils ont certains un clivage de C3 et d'autres un C5b9 augmenté? On a posé l'hypothèse dans le laboratoire qu'il pouvait exister des anticorps qui n'étaient pas capables de lier la C3 convertase alterne, mais étaient capables de lier la C5 convertase. Et c'est ce que nous avons pu démontrer. Nous avons pu montrer récemment que certains patients présentent ce que nous appelons maintenant des C5 nephretic factor. Ce sont des anticorps qui lient la C5 convertase, qui stabilisent la C5 convertase. Et nous avons pu montrer que cet anticorps est lié à l'augmentation de SC5b9 dans le sang circulant. Classiquement, maintenant, on peut séparer les patients en 4 groupes. Les patients pour lesquels nous ne voyons aucun anticorps, les patients qui présentent exclusivement en rouge un anticorps anti-C3 convertase alterne, environ les patients qui présentent les deux, un anticorps anti-C3 convertase et un anticorps anti-C5 convertase, et enfin 10% des patients ne présentent qu'un anticorps anti-C5 convertase alterne. Dans ce contexte-là, vos patients présentent un C3 qui est normal et un C5b9 qui était augmenté.
Globalement, ce que les résultats soulignent, c'est l'hétérogénéité biologique, l'hétérogénéité des marqueurs biologiques associés à une pathologie qui a un phénotype au départ qui est unique, c'est-à-dire des dépôts de C3 au niveau du rein. Alors, comment marchent ces anticorps pour faire un peu un résumé? Ce que l'on peut proposer, c'est que ces anticorps peuvent stabiliser la C3 convertase alterne. C'est le cas, je dirais, des anticorps de type C3-nef, parce qu'ils vont prévenir la formation et la régulation par le facteur H ou les autres protéines. Vous avez aussi certains anticorps qui vont malheureusement empêcher la dégradation du C3b à la surface pour en éliminer et former un IC3b. Mais vous avez aussi certains anticorps qui inhibent la C5 convertase, qui activent la C5 convertase. Mais est-ce que réellement on a une preuve, à l'heure actuelle, que ces anticorps sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ont un lien direct avec la pathologie? Malheureusement, le niveau de preuve reste quand même un peu faible. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne peut pas induire la maladie avec ces anticorps, car les anticorps reconnaissent des protéines humaines. Et nous n'avons aucune preuve que cliniquement, lorsque vous traitez vos patients avec un traitement anti-B, avec des échanges plasmatiques, vous voyez une évolution de la pathologie, ce qui met quand même grandement le doute sur la pathogénicité de ces anticorps. La seule preuve que j'ai pu trouver, c'est une observation que nous avons publiée en 1995, pour laquelle nous avons pu voir chez une maman porteuse d'un anticorps de type C3-nef, elle a transmis cet anticorps à son enfant et l'enfant a présenté un C3-bas à la naissance. Alors, quels sont les mécanismes qui sont proposés pour expliquer ces pathologies et qui vont peut-être permettre d'avoir des voies thérapeutiques? Globalement, vous pouvez séparer deux types. Le patient qui présente un anticorps qui stabilise la C3 convertase alterne, de ce fait, vous allez avoir un grand nombre de molécules de C3 qui vont être formées, de C3b qui vont être formées, et grâce au clivage du facteur I, tout ça en phase fluide, vous allez avoir la formation d'un grand nombre de molécules de fragments de clivage de IC3b qui vont entraîner des dépôts de C3 au niveau du rein. Mais vous allez avoir certains patients qui vont présenter à la fois un clivage, une activation de la C3 convertase, de la C5 convertase, et ces patients vont donc avoir une activation incontrôlée et la formation d'un complexe C5b9 au niveau des tissus. Et peut-être que vos patients sont plus, je dirais, dépendants à l'activation du C5 pour expliquer la maladie que sur le dépôt de C3 par eux-mêmes. Alors, en résumé, qu'est-ce que l'on peut proposer quand un patient suspecte pour avoir une pathologie de type glomérulopathie à dépôt de C3? Alors, il y a certains nombres de patients qui présentent des drusen. Ce sont des dépôts, je dirais, au niveau de l'œil. Et on sait que ces patients, ce sont les dépôts que l'on voit dans le DMLA. Et certains des patients présentent en effet des drusen de manière associée à cette pathologie rénale. On pourrait proposer une surveillance conjointe entre la quantité des dépôts et l'évolution de la maladie rénale. C'est une étude qui est en cours. Comme vous le savez, certains patients présentent une lipodystrophie acquise. Et on ne sait toujours pas pourquoi il y a une association lipodystrophie acquise et glomérulopathie à dépôt de C3. Par contre, ce qui est très clair maintenant, si votre patient déclare la maladie après l'âge de 50 ans, vous devez rechercher une immunoglobuline monoclonale car votre traitement thérapeutique ne sera réellement pas le même. Nous savons maintenant qu'il existe un grand nombre de pathologies rénales liées à la présence de gammapathie monoclonale et la glomérulopathie à dépôt de C3 fait partie de ce genre de pathologie. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de la biopsie, car à l'heure actuelle, on n'a pas de marqueurs biologiques suffisamment fiables pour pouvoir faire la preuve, et cette évolution est quand même très importante. Donc, la microscopie électronique semble jouer un rôle majeur pour différencier la maladie des dépôts denses et la glomérulopathie à dépôt de C3. Malheureusement, en France, nous n'avons très peu accès à la microscopie électronique par rapport aux Américains, et on s'en passe assez bien, enfin mes cliniciens disent qu'ils s'en passent assez bien, et le diagnostic est porté par des données en immunofluorescence. Alors au laboratoire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien sûr, on peut faire un dosage le plus simple, c'est le CH50, C3, C4, je vous rappelle, le C3 est bas dans plus de 50% des cas. Vous pouvez maintenant additionner le marqueur, le SC5B9, afin de séparer les deux entités, le patient qui consommera uniquement son C3 en phase fluide, et le patient pour lequel, à partir du moment où vous avez un SC5B9 élevé, c'est que vous avez une activation locale du complément. Maintenant, on dose les régulateurs, le facteur H et le facteur I, car c'est une bonne manière de dépister des déficits héréditaires en facteur H ou des déficits héréditaires en facteur I, qui vous permettront d'avoir peut-être un arsenal thérapeutique différent, car ce ne rentrera pas dans une pathologie de type auto-immune, et vous aurez donc une stratégie thérapeutique autre qui doit être faite. Rechercher un C3-nef, c'est pour les laboratoires spécialisés.
Rechercher des anticorps anti-facteur H. Je sais que c'est fait maintenant dans plusieurs pays, puisque ça a été mis en place dans le cadre des maladies de type SHU atypique, surtout chez l'enfant. Et donc, c'est un test qui maintenant est un accès plus simple. Le test génétique nécessite de couvrir largement la recherche de gènes d'anomalies génétiques au niveau du facteur H, du facteur I et de C3. Et dans le monde, je dirais, moderne, nous utilisons au laboratoire la technique de NGS afin de cibler tous les gènes du complément, afin d'identifier assez rapidement des anomalies génétiques. Notre vie reste beaucoup plus compliquée pour rechercher les nouveaux gènes, les nouveaux variants génétiques associés dans les réarrangements complexes. Alors, en conclusion, la pathologie à glomérulopathie adépo de C3 est complexe et très hétérogène. Vous avez une activation du C3 et du C5 qui est assez facile maintenant à voir dans le plasma, qui vous aide pour classer vos patients. L'anomalie génétique est importante à aller rechercher, car comme c'est assez difficile de mettre en évidence les anticorps, ce n'est pas du tout la même arsenal thérapeutique. Vous le retrouvez seulement dans 20 à 30% des cas, à l'inverse des anticorps qui sont présents à la fois sur la C3 et sur la C5 convertase. C'est une maladie extrêmement sévère, mais je vais être plutôt négative. À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement réellement efficace pour cette pathologie. Il y a eu une proposition pour pouvoir utiliser des traitements immunosuppresseurs tels que le MMF, mais ça ne marche pas à tous les coups et la réponse n'est pas aussi bonne. Réellement, je pourrais classer cette pathologie comme n'ayant pas à l'heure actuelle un traitement efficace. Et à l'heure actuelle, il y a un grand nombre d'essais qui commencent à voir le jour afin de permettre à ces patients d'essayer d'avoir un thérapeutique efficace. Je tiens à remercier, je dirais, l'ensemble des cliniciens, je dirais, qui me font confiance pour faire ces explorations depuis maintenant un grand nombre d'années. Et plus particulièrement, je tiens à remercier mon étudiante fantastique, Maria Chiara Marinozzi, qui a fait tout le travail sur la caractérisation des anticorps liés aux gloméropathies à défaut de C3. Merci beaucoup. Merci Véronique pour cette très belle présentation. Donc nous allons donner la parole à la salle pour des questions. Il y a déjà Madame finalement, pour les plus de 60 ans, une GNC3, ça va être, on va aller vers les gammopathies monoclonales, peut-être l'amylose AL, non? Non. Non. Non, je n'ai peut-être pas été assez claire. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que les patients qui présentent, comme vous le savez, il y a une augmentation croissante de pourcentage de patients qui présentent une immunoglobuline monoclonale après l'âge de 50 ans. Ce qui est avéré, c'est que parmi ces patients qui présentent une pathologie après l'âge de 50 ans, vous avez une fréquence beaucoup plus augmentée que la population normale sur la présence d'une immunoglobuline monoclonale. Cette immunoglobuline monoclonale, il faut qu'elle colle à la glomérulopathie à dépôt de C3. Ça ne va pas être une amylose à elle. Globalement, ce qui a été publié par notre groupe au cours des 2 dernières années, que cette immunoglobuline monoclonale a la capacité par elle-même d'activer le complément. C'est-à-dire qu'elle a une structure particulière, néfaste, négative, qui fait qu'elle est capable de servir comme une sorte de plateforme et qu'elle entraîne par elle-même une activation de la voie alterne. Et surtout, ce qu'on a publié, c'est que, comme vous le savez, ces gammapathies monoclonales sont vraiment un peu traîtres. Elles s'entourent d'une réactivité polyclonale, et on a observé que chez ces patients, il y avait une fréquence augmentée d'anticorps qui reconnaissent le facteur H, mais aussi CR1. Donc, ce sont des pathologies complexes qui nécessitent de se poser la question de savoir si vous faites un traitement de type chimiothérapie, comme si votre patient avait un myélome, même s'il ne l'a pas, pour sauver votre rein, à l'inverse d'une stratégie classique associée dans le contexte-là. Donc oui, dans ce contexte-là, ça rentre dans les pathologies de type amylose, qui sont les pathologies liées aux immunoglobulines monoclonales, mais les traitements doivent être codifiés. Merci beaucoup. Vu que finalement vous êtes l'un des rares laboratoires à faire le C3-9 et même le C5-9, donc finalement les cliniciens rétrécissent leur indication. Alors c'est quel cas vous acceptez? Non, j'avoue que c'est quand même un test qui reste très privé et pour lequel on peut expliquer la physiopathie de la maladie plus que d'être un marqueur biologique de la maladie. Ce n'est pas un marqueur qui est aussi bien que la GEM avec un 97%. On est dans les 50%. Et on est dans les 50% avec un test pour lequel mon partenaire américain a dit que c'était le test le plus sensible. Donc à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus hétérogène que ça. Donc non, mes cliniciens utilisent comme marqueur diagnostique la biopsie. Et là, la biopsie, les marqueurs, je dirais, d'évolution de la pathologie ne sont pas si simples que ça. Je n'ai pas de biomarqueur à l'heure actuelle
qui vous permettent de dire que ce patient va mal évoluer par rapport à un patient qui va évoluer vers l'insuffisance rénale terminale 30 ans après. On est à l'heure actuelle dans une démarche où ici il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans le SHU atypique au cours des dernières années. J'espère beaucoup que les 10 prochaines années seront les années pour comprendre la pathologie d'hypoglomopathie adipose C3 et permettre d'avoir un biomarqueur. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc ce que font les cliniciens, c'est votre patient présente une maladie rénale sévère, ils la traitent comme ils peuvent, parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas réellement de consensus. Tout est hétérogène, il n'y a rien qui est prêt. Même si les CADIGO qui ont été publiés il y a maintenant 3-4 ans préconisent une grande liste, mais vraiment très grande liste d'examens biologiques, alors qu'en fin de clic, je dirais, il n'y a pas réellement de codification de traitement. Dernière question, Tarek. Donc, j'ai deux petites questions. Parfois, dans le cadre du bilan de pré-greffe rénale, chez des sujets jeunes avec des néphropathies indéterminées, on trouve une fraction cette fois du complément légèrement diminuée, 0,5-0,6. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit compléter par une exploration de la voie alterne du complément ou non. Deuxième question, je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé des recherches de mutation, la thrombomoduline dans les chutes atypiques, parce que vous avez pas du facteur HI, la thrombomoduline. Ok, très bonne question. Alors, la première question, c'est la pire de mes recrutements. Les patients qui arrivent en insuffisance rénale sans avoir de diagnostic. Alors, vous trouvez toujours une petite raison pour me faire croire qu'il y a une pathologie liée au complément dedans. Je vais être honnête. Vous me dites, il a eu un peu de microangiopathie, il a un peu de dépôt de C3 sur sa biopsie, et j'ai un C3 qui est un petit peu diminué. Malheureusement, pour avoir fait, je dirais maintenant, un grand nombre d'explorations dans ce contexte-là, très souvent, toutes les recherches restent négatives. Ce que j'ai pu montrer, par exemple, c'est que les patients qui ont très clairement été diagnostiqués comme ayant une glomérulopathie adipose C3 avec un C3 diminué pendant la maladie, lorsqu'ils arrivent au moment de la greffe, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de reins, 2 mois après la mise en dialyse, tout redevient normal, sauf dans 10% des cas. Donc la plupart des cas, même si votre patient avait un diagnostic vraiment précis et fait sur un natif, je n'ai pas de marqueur biologique pour prédire. Par contre, malheureusement, votre patient va récidiver après la greffe rénale. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas de marqueur prédictif. Ce que nous savons, c'est que si votre patient va à la greffe avec un C3 bas ou un C5b9 élevé, il récidivera pratiquement à certains. Chez le patient qui présente un C3 normal au moment de la greffe, la récidive est moins fréquente. Mais bon, ce n'est pas très utile parce que finalement, la plupart des patients ont un C3 normal. Après, je dirais, faut-il faire une exploration lourde chez ces patients qui présentent une pathologie indéterminée? Les données à l'heure actuelle vous montrent que vous devez faire plutôt de l'exome pour essayer d'autres causes. Et à l'heure actuelle, le complément n'intervient même pas dans ce qui a été identifié chez ces patients qui présentent des pathologies indéterminées. Donc je pense qu'un dosage de C3 pourrait suffire chez ces patients pour être sûr de ne pas passer à côté, non pas d'un 0,5, mais plutôt d'un 70% diminué, etc. Pour la thrombomoduline, c'est une excellente question. Alors, la thrombomoduline a été identifiée comme étant un cofacteur, je dirais, nécessaire au clivage de C3b en fonction de facteur H, et ça a été identifié comme un facteur génétique par l'équipe italienne il y a maintenant 5 ou 6 ans, chez les patients qui présentent une forme atypique de SHU. Les données à l'heure actuelle sont un peu controversées, car la France n'a jamais mis en évidence de variants pathogènes sur le gène de la thrombomoduline, les Américains non plus. Et la dernière étude qui a été publiée sur un grand nombre de patients et sur un grand nombre de gènes ne montre pas l'association de la thrombomoduline avec la pathologie de type glomérulopathie adipose C3. Et à ce jour, je ne crois pas que c'était associé aux glomérulopathie adipose C3. Mais c'est toujours la même chose. Il peut y avoir des variations ethniques, comme il a été suggéré. Il peut y avoir certains pays pour lesquels les variations, dans un contexte particulier, jouent un rôle plus important. Donc la France, les Américains, pour l'instant, bon, on les recherche, mais on n'en a pas. Voilà. Merci Véronique. Écoute, comme le temps presse, on va devoir arrêter là-bas et j'ai l'insigne honneur, avec les pouvoirs qui me sont conférés par le président de la Société marocaine de néphrologie, d'appeler Madame Bayahia pour remettre le diplôme de reconnaissance et de remerciement au professeur Véronique Frémo-Baki. Ah oui, s'il vous plaît, le micro. Madame Frémo-Baki, vous méritez un discours.
et vous méritez un grand hommage de la part de la communauté néphrologique marocaine. Parce que c'est grâce à vous qu'on avance et qu'on est rassuré du côté du complément et la greffe donneur vivant. Et donc on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et j'attire l'attention des jeunes que vous avez eu le privilège et la chance d'avoir avec nous Madame Fredlan-Baki, qui nous a fait une présentation excellente. Et justement, la question que je voulais vous poser en préparant le congrès, c'est concernant ce C3 et ces nouvelles données concernant le C3 et le basculement vers l'amylose de ces gènes C3. Donc vous avez les remerciements de la communauté néphrologique marocaine et de la Société marocaine de néphrologie, et on vous remercie pour tout ce que vous faites pour la néphrologie marocaine.